Alors en quelques mots, pour les personnes un petit peu plus scientifiques, c'est un trouble du développement avec obésité, trouble du comportement et beaucoup d'autres signes. Mais pour parler au grand public, il faut expliquer que c'est vraiment une maladie extrêmement grave avec des troubles du comportement alimentaire majeurs. C'est une vraie maladie, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont une obsession permanente pour la nourriture. Ils n'ont pas vraiment faim, mais ils ont une obsession, ils pensent toujours à la nourriture. Et ils ne peuvent pas, quand ils commencent leur repas, ils ne peuvent pas s'arrêter seuls. Donc évidemment, ça n'est pas un petit trouble du comportement comme chacun de nous peut avoir de temps en temps. C'est vraiment une maladie. Son origine, c'est un défaut de l'hypothalamus, c'est un défaut de régulation de l'appétit. C'est vraiment une caricature de ce qu'on pourrait imaginer l'anomalie de régulation de l'appétit. Donc, et à côté de ce trouble du comportement alimentaire qui est majeur, il y a également des troubles du comportement qui vont petit à petit prendre le pas finalement, puisqu'on va arriver progressivement à contrôler, même s'il faut toujours être extrêmement strict, l'alimentation. Mais par contre, vont arriver des troubles du comportement qui sont vraiment extrêmement difficiles au quotidien et qui sont extrêmement difficiles pour les familles. Qu'est-ce qui vous a orienté vers la recherche autour du syndrome de Prader-Willi? Donc c'est la connaissance et la prise en charge des patients qui m'a poussée à réfléchir sur comment on pourrait d'une part optimiser les soins et d'autre part, c'est lié bien sûr mais pas forcément, d'autre part donc comprendre la physiopathologie de ce syndrome, c'est-à-dire la cause de ce syndrome. On sait que c'est génétique, mais on ne sait pas comment à partir de l'anomalie génétique se mettent en place tous les signes physiques. Qu'est-ce que le centre de référence Prader-Willi? À quoi sert-il et comment fonctionne-t-il? Donc le centre de référence, comme tous les centres de référence, a plusieurs missions. Une mission de recours, c'est-à-dire de pouvoir répondre à toutes les demandes des patients et à la prise en charge des patients. Le centre de référence a aussi une mission de formation des soignants, de formation aussi des personnes, des familles, de coordination des soins. Il doit aussi mettre en place une base de données, c'est-à-dire une enquête épidémiologique qui va nous permettre de répondre à certaines questions par l'analyse de cette base de données. Et le centre de référence, il doit aussi faire de la recherche, une recherche qui peut être épidémiologique, comme je viens de le dire, mais aussi une recherche en soins, une recherche clinique et une recherche fondamentale, plus sur les mécanismes aboutissant à ce syndrome. Comment sélectionnez-vous les projets de recherche? Sur quels critères exactement? Donc les projets de recherche que l'on met en place ont un objectif, c'est-à-dire de répondre à une question qu'on se pose. Soit une question pour la prise en charge des patients, en particulier l'optimisation des soins bien sûr, soit une question plus fondamentale, c'est-à-dire expliquer les mécanismes qui vont aboutir à tel ou tel signe. Quels sont les résultats obtenus jusqu'à aujourd'hui? Sont-ils encourageants? La première étude financée, on n'a pas encore les résultats, mais par contre ça nous a bien aidé à mettre en place ce prélèvement qui est une étude européenne, donc il faut centraliser les prélèvements, il faut faire de la coordination entre les différents pays et on est très heureux parce qu'on a pu vraiment bien démarrer cette étude et je crois qu'il y a plus de 150 bébés qui ont été prélevés jusqu'à présent en Europe. Donc aujourd'hui, nos financements sont mixtes, à la fois privés et publics. On va commencer par le public. On a eu la chance d'obtenir plusieurs programmes hospitaliers de recherche clinique. Donc ce sont des financements publics qui proviennent du ministère de la Santé. Donc c'est une compétition entre différents projets qui sont soumis. On a également des financements européens, puisque la Société européenne d'endocrinologie pédiatrique a financé le projet dont j'ai parlé tout à l'heure sur la banque de prélèvement des enfants de 0 à 4 ans. On a obtenu aussi des financements publics locaux du CHU de Toulouse et on a obtenu des financements privés. On a la chance de travailler avec l'association Prader-Willi France, c'est un vrai partenariat qui a levé des fonds pour nous aider dans la recherche et la chance de travailler aussi depuis 2011 avec Un Petit Pas. Et on a également un financement de la Fondation pour la recherche sur le syndrome de Prader-Willi, canadienne et américaine, qui a financé 2 de nos projets. Qu'attendez-vous des résultats de vos recherches cliniques concrètement? Alors, il y a plusieurs protocoles, donc on attend plusieurs réponses, mais l'essentiel c'est d'améliorer la vie de ces personnes, puisqu'on est des médecins essentiellement, donc on travaille sur la recherche fondamentale, mais pour améliorer les soins, c'est ce qui s'appelle la recherche translationnelle.
Pour nous, ce qui est extrêmement important, c'est de découvrir le lien entre les troubles du comportement et les troubles du comportement alimentaire. Donc aujourd'hui, on a quelques pistes et surtout, on a des pistes thérapeutiques. Alors elles sont nombreuses, il n'y a pas que l'ocytocine et la recherche sur l'ocytocine, il y a d'autres molécules qui arrivent sur le marché, qui vont être utilisées. Il y a les études qui utilisent les médicaments comme le topiramate. Il y a une étude en France qui est faite actuellement, qui est une autre étude aussi pour améliorer d'autres anomalies endocriniennes, et en particulier pour améliorer la croissance, parce que l'hormone de croissance n'est pas uniquement en cause dans les problèmes de croissance de cette maladie. Donc, vous voyez un grand panel de recherche clinique. Finalement, Maïté, si vous deviez avoir un budget par année, en fait, qu'est-ce que serait votre budget idéal? Pourquoi ce genre de questions? C'est vrai que pour une même équipe de recherche, on ne peut pas faire de la recherche partout, tous azimuts, pour la bonne raison qu'on manque de mains. Donc il faut payer des personnes qui vont nous aider à mettre en place des études. Qu'on manque aussi d'espace. C'est difficile d'organiser des recherches qui vont demander de venir plusieurs fois, de faire des consultations plus rapprochées, par exemple. Et puis, d'un autre côté, certaines recherches sont extrêmement coûteuses. Par exemple, le protocole sur l'ocytocine, où on fait des IRM et des PET scans aux patients, donc on en fait 3 par patient, ça coûte extrêmement cher. Donc, vous voyez, on a vraiment des financements qui sont variables en fonction des projets de recherche. Je dirais que pour continuer avec ce que l'on a déjà, ce qu'il faudrait qu'on rajoute, c'est entre 300 et 500 000 euros par an pour être sûr de pouvoir mener à bien nos recherches. Donc récolter des fonds, c'est l'affaire de tous, c'est une action solidaire et je suis vraiment extrêmement émerveillée par tout ce que les patients, les familles, les amis de ces familles peuvent faire. Donc on a eu la première démonstration aux États-Unis, au Canada, mais en France, depuis 2011, je vois qu'il y a un petit pas qui est extrêmement important, mais il y a dans ce petit pas ce que chacun peut faire. Et ce que chacun peut faire pour qu'on ait cette grosse tirelire qui va de toute façon nous servir.